Bienvenue dans l'épisode 1 de l'affiche, le podcast qui parle de la com, de la pub, du marketing et de la créativité, aussi bien au Sénégal qu'en Afrique. Je me présente, je suis Yohan Kwasi, directeur artistique, graphiste de formation, avec une quinzaine d'années dans le monde de la com et de la pub, ayant travaillé pour plusieurs agences et aussi pour beaucoup de clients de Renault, du genre Orange, Société Générale, autres. Et curieux de com, curieux de tout cet univers. C'est ce qui m'amène à l'affiche aujourd'hui, créer un univers qui permettra de montrer notre diversité, tout l'espace créatif, la richesse de notre univers, et montrer les parcours, montrer les défis de ces personnes, leur donner un espace d'échange. Et donc, pour ce faire, pour ce premier épisode, quand il s'agit de donner un ton à une campagne, d'identifier ce petit truc qui va faire qu'elle sorte du lot, ou même de décrypter les dernières tendances, il y a un métier clé, celui de planeur stratégique. Le planeur stratégique, c'est cette personne qui fouille, oriente et ancre nos campagnes dans nos réalités locales et internationales, selon le besoin des clients. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, on va plonger dans l'esprit de l'un de ces architectes de la réflexion, comment il déniche les meilleurs insights, comment allier la créativité et les contraintes du marché, comment avoir cette touche de détail qui fait toute la différence. Donc, africain d'origine, sénégalais d'adoption, il se dit lui-même observateur né et je confirme. On l'appelle la Suisse tellement il sait rester neutre. Il est pour moi bien plus qu'un invité, et bien plus qu'un collègue, il est un frère d'armes et un ami. Aujourd'hui, pour ce tout premier épisode de l'affiche, Walid Meherink, merci de m'accompagner. Merci à toi. Déjà, pour commencer, je te laisse te présenter, donner un peu ton parcours, ce qui t'a amené à devenir planeur strat, et voilà, allons-y. Top. Bon, déjà, merci à toi. Je pense que entre nous, on a longtemps parlé de cet espace un peu dédié aux créateurs et au monde de la communication. Donc, félicitations. Et merci à toi. Très honoré d'être le premier invité d'une longue série de podcasts à venir, je l'espère. Amin. Donc, ensuite, on va parler de moi. Ouais, c'est jamais facile de parler de soi. Mais on va parler un peu de qui je suis, mon parcours. C'est ça que tu as demandé, mon parcours. Exactement. Donc, Walid Meherink, Walid Araujo Meherink. Donc, déjà, il y a des indices un peu dans mon nom. Je viens de un peu partout. Je suis bissau-guinéen d'origine. Mon père, il est hollandais. Des attaches très fortes au Sénégal. J'ai vécu un peu partout dans la sous-région. Né à Bissau, vécu en Gambie. Et depuis 10 ans, je suis un peu installé au Sénégal et je travaille dans le monde de la communication ici. Et je suis planeur strat de formation et de métier. D'accord. Donc, en termes de parcours, j'ai eu mon bac en 2007. Ça date. Je suis allé faire des études en France et des études qui n'ont pas forcément abouti. Des études de langue dans un premier temps, ensuite des études de droit très rapidement. Et finalement, à force de faire des petits métiers à gauche, à droite, j'ai décidé quand même de me reprendre en main, académiquement parlant, et c'est là où je rentre au Sénégal pour continuer des études en communication. Et assez rapidement, je me retrouve dans le monde professionnel de la communication, où je fais différents métiers pour ensuite finalement devenir planeur stratégique en agence. Et aujourd'hui, je suis à la direction créative chez Marodi, où j'accompagne un peu les séries. C'est totalement différent de planeur stratégique. Mais on va en parler peut-être tout à l'heure. Ça montre un peu l'évolution du mindset du planeur stratégique et où est-ce que ça peut t'amener aussi. Ok. Mais ça, c'est tout ton parcours jusqu'à aujourd'hui. Et parcours très intéressant, que je connaissais en partie. Mais ce que ça ne dit pas, c'est justement, tu as bourlingué un peu, tu as tourné un peu. Mais à quel moment tu deviens planeur strat? Parce que tu as parlé de droit, en tout cas, tu as parlé d'autres choses.
qui n'a rien à voir avec en tout cas, ça ne dit pas planning stratégique. À quel moment tu deviens planner strat? Ok. Donc, planeur stratégique. Donc, quand j'arrive à Dakar, que je commence mes études en communication, à l'époque à Etika, dès ma première année, je fais 4 mois de stage à Atout, où je suis assistant chef de publicité. Et quand je reprends l'année universitaire, très très vite, je me retrouve en agence pour le coup, avec un contrat en tant que CM à Voice Africa, là où on s'est rencontrés, rencontrés et retrouvés. Exactement. Donc à Voice Africa, à l'époque, on gérait le compte Tigo, et donc je me suis retrouvé CM sur le compte Tigo. Et quelques mois après, ça s'est passé assez rapidement, je me suis retrouvé chef de publicité sur le compte DKT pour le lancement de Kiss et de Lydia. Et c'est là où je me suis rendu compte que, bien qu'intéressant, bien que le secteur m'intéressait dans son ensemble, j'avais envie peut-être de faire autre chose. Et j'en ai parlé à mon patron à l'époque, qui est un peu mon mentor un peu dans ce métier-là, c'est Emric. Tu peux donner son nom. Hein. Oui, c'est Emric. Et je lui ai dit, bon, j'adore l'aspect créatif, l'aspect recherche et tout dans la publicité. Par contre, gestion de projet, gestion le front avec le client tout le temps, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Moi, j'ai envie de faire quelque chose de créatif. Je suis pas graphiste, je ne suis pas CR, mais j'aime cet aspect-là du métier. Et Emric m'a dit à l'époque, parce que dans toutes les agences que j'avais faites, dans l'agence que j'avais fait jusqu'à présent à Voice, il n'y avait pas de planeur stratégique. Il y avait pas de planeur stratégique. Et il me dit du coup, ouais, penche-toi sur le métier de planeur stratégique. Je pense que ça pourrait correspondre un peu à ce que tu aimes et ce qui te ressemble, en tout cas. Et c'est là où je commence vraiment à m'intéresser au métier de planeur stratégique. Et petit à petit, d'un commun accord justement avec Emric, je commence à avoir ce volet planeur strat sur certaines campagnes et sur certaines demandes des clients. Donc, voilà. Mais quand je vois tout le parcours, déjà, je vais poser des éléments de contexte. Hein. On a parlé d'Atout, agence de communication. Yes. Voice aussi, Voice Africa, pour ceux qui connaissent pas. Agence de communication, là où on s'est rencontrés, en tout cas, People Input à l'époque, mais dans les mêmes locaux et par actionnariat. On s'est retrouvés 7 à 10 ans plus tard, là-bas. On va pas donner nos âges ici, ça va aller. Mais je pense qu'on peut deviner un peu avec le 2007, voilà. Et donc pour moi, ce sont des éléments de contexte à donner pour ceux qui maîtrisent pas l'univers de la com. Mais ce que je perçois moins, c'est Emric Bessel, que oui, tu peux développer un intérêt pour le planning stratégique. De mémoire, Emric, il est concepteur-rédacteur. Je présume que directeur de créa aussi. Voilà, directeur de créa en poste, mais de formation, concepteur-rédacteur. Mais une fois qu'il décèle ça, comment toi, en tant que personne, tu évolues pour devenir planner strat quand, dans ce que j'entends, il n'y a pas de mentor particulier, il n'y a pas de formation fixe. En tout cas, sur ton chemin, il n'y a pas une formation qui mène à ça. Il n'empêche que ça devient ton métier. Mais je n'entends pas dans tout ce que tu décris quelle est cette personne qui va t'expliquer les rouages du métier. Donc, comment tu deviens? Je le deviens un peu, je suis un peu autodidacte là-dessus, mais à l'époque aussi, il me met en rapport avec des planeurs stratégiques que lui connaissait. Donc, j'ai ce premier échange-là avec le métier concrètement. Je me renseigne beaucoup. Je regarde les use cases, les case studies des campagnes où l'impact du planeur stratégique il est essentiel. Et Emric aussi, dans le métier, il connaît en fait le rôle du planeur stratégique. Il sait à peu près, il sait pas à peu près, il sait très bien c'est quoi son rôle et c'est quoi son travail en fait, tu vois. Okay. Donc il arrive quand même à juger mon évolution petit à petit et voir à quel moment je suis totalement prêt pour
endosser ce rôle-là en agence. Okay. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Et l'autre point intéressant, je pense que la raison pour laquelle il a décelé un peu ça en moi, c'est que même en tant que community manager, même en tant que chef de projet, j'ai toujours eu un peu une fibre de planeur stratégique. Je pense que tu vas poser la question de savoir c'est quoi un planeur stratégique. Oui. Mais j'ai toujours voulu comprendre un peu le pourquoi du comment est-ce que je devais faire un planning comme ça et c'était quoi les tendances qui feraient que on arriverait à mieux diffuser le message du client, de la marque, etc. Donc, je me suis jamais contenté de faire mon planning, mes rapports ou accompagner le client simplement comme ça. Donc, grosso modo, tu as des skills, mais tu ne sais pas que exactement. Planner strat, ça existe. Exactement. Exactement. Mais tu vois que quelque part, tu as ta manière à toi de développer de développer ton métier et tes compétences. Exactement. Ok. Mais justement, tu l'as dit, on est en train d'avancer sur comment toi tu es devenu. Mais dans tout ce que tu dis, je pense que c'est important qu'on définisse ce qu'est un planner strat. Et je pense que je ne saurais pas le faire mieux que toi. Donc, qu'est-ce qu'un planner strat? Peut-être que tu saurais le faire. Ça va aller, merci, ça va aller. Je te laisse faire. Donc, le planner stratégique, c'est celui qui va au sein de l'agence, au sein de l'agence de communication, c'est celui qui va essayer de trouver pour le client la meilleure façon de diffuser son message. Donc, tu me dis si... Non, je te laisse y aller. Hein. Donc, pour y arriver, justement, il y a beaucoup de recherches parce qu'il doit comprendre les réalités, les habitudes du consommateur, comprendre les dynamiques du marché, comprendre les tendances créatives, comprendre comment fonctionne la communication dans le pays, les médias, etc., pour arriver avec une réflexion, pour le coup, stratégique, ce qu'il va appeler sa réflexion stratégique, et trouver, par conséquent, la meilleure façon d'exprimer ce que souhaite exprimer la marque et comment est-ce qu'elle peut atteindre ses objectifs, justement. Ok. Oui, ça fait très Wikipédia. Ouais. Je vais essayer de donner aussi ma version un peu moins Wikipédia du planner strat. Pour moi, déjà, par expérience, le planner strat, c'est le premier maillon de la chaîne parce que c'est vous qui recevez les briefs clients, qui les digérez pour nous. Donc, quelque part, on part d'un brief client, donc une demande précise du client. Elle n'est pas toujours précise. Toujours précise. Une demande du client que vous prenez le temps de comprendre, que vous prenez le temps de justifier et parfois de corriger avec le client avant d'en faire un brief clair. Donc, quelque part, en tout cas, sans vous, c'est un peu compliqué. Et avec vous, ça revient à, OK, il y a une première réflexion avant que ça arrive chez nous. Et si je peux donner une autre version, donc que j'aime bien donner, c'est la version du médecin. Pour moi, le planner strat, c'est le médecin. C'est quelque part, sans vous, le client vient avec j'aimerais avoir tel médicament. Ses symptômes. Et il dit exactement ce qu'il veut comme médicament. Je veux un film, je veux une affiche, et on va exécuter. Et avec vous, ce qui va se passer, c'est que il y a cette prise de recul. Donc, on revient avec nos symptômes, certes. Par contre, c'est pas nous qui faisons l'ordonnance. En tout cas, c'est pas le client qui fait l'ordonnance. C'est bien le client, c'est bien le médecin qui fait l'ordonnance. Et donc, pour ce faire, je vais t'appeler Dr Walid. Dr Walid, très bien. Non, mais ouais, ça, c'est intéressant de voir le planning stratégique comme ça. Il y a ce côté médecin, peut-être, suite à la demande et les symptômes du client. Et nous, on va faire toutes ces analyses, etc., pour arriver à cette ordonnance. Il y a cet aspect-là qui est super intéressant. Et j'ai une collègue planner strat aussi qui donne une très belle définition du planner stratégique, qui dit que le planner stratégique, c'est l'avocat du consommateur. Et j'aime bien aussi cette définition-là parce que, en réalité, le consommateur, il n'est pas présent entre les quatre murs du client et il n'est pas présent en agence. Et son porte-parole en agence, généralement, c'est le planner strat parce que c'est lui qui va chercher à comprendre au mieux
le consommateur et défendre les intérêts du consommateur, notamment auprès de la marque qui le demande. Moi, j'aime bien. Là, tu tires sur nous tous. Ouais. Parce que tu tires pas que ce client. Tu tires aussi sur les différents autres membres de l'agence. Oui. Quelque part. Bon, c'est pas méchant, mais c'est normal. Mais je te suis. Hein, je me fais l'avocat du diable, mais Ouais. je te suis. Moi, je comprends. En agence, on a des créatifs, Mhm. très souvent des créatifs, et les créatifs, ils ont envie de faire un travail créatif. Je pense pas que le côté avocat du consommateur, ça les empêche de faire le travail créatif. Au contraire, ça montre juste dans quelle direction ils devraient mettre peut-être leur créativité. C'est une contrainte pour mieux nourrir la créativité. Voilà, je pense que c'est plus comme ça. Mais Est-ce que je peux juste citer la personne qui a dit ça, parce que sinon elle va dire que c'est Fabiola. oui, d'accord. Je connais. Ça ne m'étonne pas d'elle. Voilà. Un exemple. Bonjour Fabi. Merci pour la citation. Donc vous êtes médecin, avocat. Exactement, je suis médecin avocat, ça suffit. Ça suffit largement comme casquette. Ouais. Footballeur, quand on voit, en tout cas supporter de Manu. Voilà, là. Mais Difficile. Ouais, difficile. Mais on est toujours là, la preuve. La preuve. Mais au-delà de, tu as expliqué un peu, on a expliqué un peu ce qu'était un planner strat, mais là, toi, tu arrives au niveau de l'agence Voice. Je suppose qu'à tous c'était la même chose. Il n'y a pas le planner strat. Emric arrive à percevoir ce que tu peux faire, mais comment l'agence vit sans planner stratégique? Et comment les agences vivent? Parce que de ce que je comprends, il n'y en a pas partout. Parce que déjà, on en cite deux. Et en tout cas, à l'époque, c'était pas forcément une chose ancrée. Et je peux dire encore aujourd'hui, il y a des agences qui vivent sans planner strat. Mais ma question, c'est comment elles font? Ok. Bon, c'est important d'avoir un planner stratégique en agence. En tout cas, je le pense. Mais la réalité de notre marché fait que beaucoup d'agences considèrent qu'elles peuvent faire sans. Très souvent, quand elles ont un profil, par exemple, comme celui d'Emric, qui a un profil 360, qui connaît bien le métier, qui connaît bien le secteur, etc., on peut faire l'impasse, mais aussi très souvent par rapport aux demandes du client qui sont très souvent très directives. Je veux ça et je veux ça. Je veux une affiche, je veux un film, je veux un spot radio, etc. Et c'est des choses, parfois, on a le sentiment que on peut l'exécuter assez facilement. On a l'idée créative qui peut porter la demande du client, et puis ça suffit largement. Par contre, si on veut, je pense que si on veut atteindre un certain niveau ou répondre à certaines attentes de certains clients, pas tous, il y a des clients qui savent exactement ce qu'ils veulent, et je pense que c'est ça qui nous a mené à ce monde de la communication sans forcément des planners stratégiques. Tu peux vivre sans planner strat. Par contre, si tu veux avoir cet accompagnement dans le day-to-day, dans tous les éléments de communication que tu vas sortir, bon, c'est très utile d'avoir des planners strat ou un planner strat au moins qui va constamment faire des recherches pour comprendre où se situe ta marque, pour comprendre le comportement du consommateur, etc., etc. Donc, je pense qu'aujourd'hui, au vu du marché, c'est possible, et au vu des demandes des annonceurs, c'est parfois possible de faire sans planner strat. Je ne le recommande pas, encore une fois, mais c'est ce qui explique que beaucoup d'agences n'ont pas forcément le réflexe d'aller chercher des planners strat. Mais tu remarqueras que dès que certains types de clients arrivent, ces clients-là, très souvent, demandent à ce que l'agence ait un planner strat en interne pour les accompagner. Ok. Donc, ça m'amène à ma question naturelle qui suit. C'est quoi? Quelles sont les missions essentielles d'un planner strat? Parce que, bon, j'entends qu'on peut vivre sans et trouver des palliatifs pour y arriver. C'est très bien l'univers de la santé. Tu es docteur, médecin. Exactement. Et donc, mais au-delà de cet aspect temporaire, si je peux dire, quelles sont les missions que vous avez, les planners strat, pour qu'on puisse comprendre aussi qu'on a défini un peu ce que c'était, mais au quotidien, planner strat, ça fait quoi? Ça interagit avec qui, etc. Ok, donc là, c'est intéressant parce que je pense qu'il y a deux niveaux de réponse.
En tout cas, selon moi, je parle de mon expérience de planeur stratégique. Ça tombe bien, tu es l'invité. Voilà. Et de mon interprétation un peu du métier et de comment est-ce que je vois ce métier-là. Okay. Donc, je pense qu'il y a 2 niveaux. Il y a le niveau personnel. Et comment est-ce que au quotidien, tu vas un peu t'intéresser à tout, à différents sujets, surtout des phénomènes de société. Ça, c'est très important pour le planeur strat de comprendre globalement le comportement des gens qui l'entourent. Donc ça, c'est très, très, très important, même lorsque tu ne travailles pas sur un sujet en particulier, mais au moins de t'intéresser à ce sujet-là. Lorsqu'il se passe quelque chose dans le pays, il faut essayer de comprendre pourquoi ça se passe comme ça, etc., etc. Tout le temps analyser le secteur, c'est-à-dire que font les autres agences, que font les autres annonceurs, quels sont les produits qu'ils sortent, etc., etc. Avoir cette vue d'ensemble et cette curiosité permanente, c'est très important. Ensuite, l'autre aspect du métier de planeur stratégique, c'est en agence. Comme tu as dit, c'est lui qui reçoit en quelque sorte la demande du client, la demande brute du client. Et donc, en agence, il se retrouve un peu au milieu de tout le monde. C'est-à-dire, il se retrouve entre les chefs de projet, les créas, le média, le digital, etc. Et donc, c'est de là un peu d'où vient mon côté suisse. C'est la capacité à concilier un peu les idées de tout le monde, leur donner les outils pour réfléchir, etc. Et là, tu as une dimension plus humaine du métier de planeur stratégique parce que tu dois être au milieu de tout ça et tu dois arriver à créer des synergies positives pour qu'on arrive à un résultat intéressant pour le client et un résultat qui fonctionne pour le client. Donc, 2 volets. Merci déjà pour la réponse. Mais ça me fait... Je trouve que quand on revient à ton parcours, et avec tout ce que tu viens de dire sur le planeur strat, je trouve que le fait que tu aies bourlingué un peu, on a la Guinée-Bissau, la Gambie, la France, le Sénégal, au moins. Je pense qu'on peut rajouter quelques autres pays, mais si on prend ça déjà, en tout cas, pour moi, ta capacité à t'intégrer à ces différents univers, malgré des limites qui peuvent paraître évidentes. Comment ça, évidente? Ouais, tes cheveux bouclés, ça aide pas beaucoup au Sénégal. Je suis désolé, mais une petite bouclette, ça fait pas très sénégalais. Et pourtant, tu es certainement le plus sénégalais des Bissau-Guinéens et le plus français des Africains. Ouais. On te l'a déjà fait celle-là. Ouais. Mais pour moi, en tout cas, quand j'entends tout ce que tu as dit et la curiosité qu'il faut pour devenir planeur strat, pour être planeur strat en tout cas, je suppose que le fait d'avoir tourné comme ça, d'avoir côtoyé des cultures différentes, des personnes avec des origines, avec des statuts différents, ça aide à devenir planeur strat aussi. Mais au-delà de ça, pour moi, je vais te poser quelques questions pour être plus précis dans ces missions. Et donc, la veille, c'est quoi? Ok. Donc, la veille, c'est le quotidien du planeur stratégique. C'est la recherche. C'est la recherche continue autour des différents sujets. On va aller chercher les tendances du marché. On va essayer de comprendre un peu ces tendances, etc., etc. Comprendre un peu comment communiquent les gens. Donc, c'est ce travail de recherche-là, la veille. C'est très important. Et comment est-ce que tu le résumes un peu dans des idées claires? Comment tu arrives à ressortir clairement les réalités du marché, les tendances du marché. Donc, c'est la recherche quotidienne, en fait. OK. Insight? L'insight, c'est notre dada, au fait, au planeur stratégique. L'insight, ça va être le résultat un peu simplifié de toutes les recherches qu'on va faire. Ça va être, on collecte énormément de données, on fait énormément de recherches sur un peu tout. Et l'insight, c'est notre capacité en une phrase
de traduire un sentiment qui est propre à un sujet en particulier, à une marque en particulier, à une habitude du consommateur en particulier. Donc, c'est une façon de résumer un peu, pas résumer les faits, mais d'une façon claire et avec un peu d'émotion pour que les gens ressentent un peu ce que traduisent ces faits, au fait. Il y a peut-être un lien, peut-être aussi avec un lien avec la demande, pour créer la séparation entre la donnée brute. Exactement. Exactement. Même au-delà de l'émotion, vraiment créer un lien avec la demande du client. Oui, bien sûr. En fait, c'est humaniser un peu toutes les données brutes que tu as. C'est vraiment le transformer en une réalité qui est palpable pour toi et moi, pour la personne qui n'est pas forcément dans le secteur, comprend pas forcément le métier. Et là, tu le traduis en une réalité vraiment clairement palpable, quoi. Ok. Et donc, pour la prochaine expression, je pense qu'il faut autant l'expliquer que la séparer de l'insight, la big idea. Ouais, la big idea, j'ai envie de citer des gens aujourd'hui. La big idea, c'est ce terme, on le dit tous en anglais et tout. Et j'ai travaillé avec un CR qui m'a dit, mais tu dis toujours inside, big idea, mais utilise des termes plutôt français, quoi, qu'on comprend tous. Et c'est Ibrahim Ndongo qui a dit ça. Et quand Ibrahim il dit ça, on a pensé à l'idée directrice. Donc la stratégie, c'est vraiment le résultat de toutes les recherches qu'on va faire, et il faut qu'on arrive à la résumer en une phrase qui donne qui incarne l'idée directrice de toute la campagne. Et c'est ça la big idea. Littéralement, la grande idée, c'est l'idée directrice pour l'ensemble de la campagne. Donc autant l'aspect créatif que la diffusion à travers les médias, que la présence sur le digital, tous ces éléments doivent répondre à une seule idée créative pour qu'il n'y ait pas de cacophonie, pour qu'on reconnaisse l'identité de ta marque et qu'on reconnaisse le sens de ton message. Donc, on a la veille. Ouais. On va chercher. Exactement. On cherche les insights. Donc, au-delà de la veille, beaucoup de données réunies et pouvoir donner de l'émotion à ces données. Exactement. Et donc, suite à cette veille et ces insights, on a une big idea. Exactement. Donc c'est... Et pourquoi donc l'idée directrice? On va garder l'idée directrice. Ouais. Très importante pour nous tous, parce que c'est ça qui crée le lien entre vous et le reste de l'agence, et qui va dire si oui ou non on continue de prendre la bonne direction. On tombe d'accord donc sur l'idée directrice, et nous, partie visuelle, partie image, donc DA, direction artistique, direction de création, conception, rédaction et tout, on va se baser sur ça. Donc ça c'est ma réponse à moi. On va se baser sur ça pour continuer le travail de la strat. La strat a fait un travail. Nous, on va commencer l'aspect créatif de ce travail sur la base de cette big idea et du brief créatif. Mais donc, qu'est-ce que le brief créatif aussi? Le brief créatif, c'est l'ordonnance dont tu parlais. C'est, comme moi j'aime bien le dire, c'est une invitation au travail, une invitation à la réflexion pour toutes les équipes. Elle ne concerne pas que les équipes créatives proprement dites. Pour moi, elle concerne vraiment toutes les parties prenantes au sein de l'agence, donc le digital, les médias, etc., etc. Okay. Et ce brief créatif, c'est très souvent le résumé de ces deux choses. C'est l'interprétation que le planeur stratégique fait de la demande du client. Et pour y arriver, il a fait beaucoup de recherches, il est allé creuser vraiment, chercher sur le terrain, etc. Et c'est résumer ça en 1 page, 2 pages, pour que ce soit très très clair pour les équipes qui vont collaborer dessus. Donc on retrouve le contexte, les objectifs, la cible de façon très 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 claire. Certains insights dedans, qu'on trouve les insights clés, la big idea, et très souvent, on peut commencer à avoir un peu
Et ça, c'est l'aspect peut-être planning du métier de planeur stratégique. On peut commencer à déterminer un peu quels supports sont pertinents pour la campagne, pour la prise de parole. Et c'est là l'importance d'avoir toutes les parties prenantes de l'agence, parce que on comprend que là-dessus, on a besoin, par exemple, de plus de digital. On attend ça, par exemple, du média, etc., etc. Donc, ce brief-là, c'est ce qui vraiment, c'est l'invitation à la réflexion pour tous les départements de l'agence de communication. Tu viens de répondre à une question que je me suis toujours posée. Pourquoi dans planeur stratégique, il y a le mot planeur? Ouais. Parce que beaucoup de réflexions, mais je voyais pas à quel moment, bon, et ça faisait partie des questions, hein, mais tu y as répondu en partie sur l'aspect planification, notamment au niveau des médias. En tout cas, ça vous posez le début de cette réflexion-là. Mais clairement, je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi un planeur stratégique, et je pense que ça embrouille beaucoup de gens. Beaucoup estiment qu'un planeur strat planifie, alors que, bon, à mon niveau en tout cas, ce qu'un planeur strat fait, c'est poser une strat. Oui. Mais c'est vrai que dit comme ça, avec l'aspect projection, même si ce n'est pas pour lui fini, bon, ça prend du sens. Ça fait sens, même si je pense que tu as un peu forcé le côté planning. Dans le sens où c'est pas forcément la démarche première de votre poste, quoi. Je m'explique. Là, c'est truc. C'est comme ça qu'on le fait ici. Ok. Ici, c'est-à-dire? Au Sénégal. Ok. Nous, ouais. Les professionnels du secteur au Sénégal. Dans beaucoup de pays, il y a des planeurs, dans les pays où il y a des gros marchés, il y a des planeurs stratégiques créatifs. Donc, ils vont aller faire des briefs créa proprement dit. Et là-dessus, ils vont chercher les insights liés au brief créa, donc les tendances de marché, de marque, etc., etc. Et il y a des planeurs stratégiques médias qui, eux, sont spécialisés dans le déploiement du message. Et c'est tout aussi important, en fait. Okay. Donc, la différence des deux, c'est le planeur stratégique créatif va être un peu plus dans l'intuition, dans le ressenti. Et le planeur stratégique média va être plus à fond sur les données brutes, etc., etc., parce qu'il sait exactement quel type de personne passe devant, quel type de média, quel type de personne on peut toucher avec quel type de médias, etc., etc. Mais les deux font un travail stratégique. Oui, mais j'entends bien l'aspect stratégique. Ouais. Mais maintenant que tu fais cette séparation, je trouve que le planeur stratégique média peut porter le mot planeur dans son nom. Mais si on sépare ces deux, ça fait que vous, les planeurs stratégiques, en début de réflexion, le mot planeur commence à prendre un peu moins de sens. Mais bon, je vais pas chipoter là-dessus. Non, mais je comprends, hein, et je pense qu'à la base, peut-être que je dis des bêtises, je pense qu'à la base, c'est un peu ça le métier aussi de planeur strat, c'est où on a ces deux casquettes-là, et que avec l'évolution aussi du métier, on devient de plus en plus spécialiste dans une chose, et du coup, pour certains, le côté planeur s'effrite un peu avec le temps, quoi. Mais c'est intéressant d'avoir ces deux aspects, parce que c'est aussi deux personnalités différentes. Et pour avoir, toi-même, tu sais, on a longtemps cherché des planeurs strat sur le marché. Et c'est bien qu'on en parle, parce qu'on se rend compte que dans le secteur, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas forcément c'est quoi le métier de planeur stratégique. Et quand moi, j'ai cherché des planeurs stratégiques, je suis très souvent tombé sur des médias planeurs. Oui. Les médias planeurs qui sont peut-être moins en amont, mais qui exécutent très souvent la campagne, en fait, tu vois, qui posent les jalons de la campagne et qui vont l'exécuter, et qui font moins la réflexion en amont sur pourquoi est-ce que c'est pertinent d'être sur ces, etc., etc. Ils sont vraiment plus dans l'exécution. Et donc, ça crée pas mal de confusion dès que tu vois planeur, et en sachant qu'on a des médias planeurs, on en a beaucoup sur le marché, ça crée parfois un peu la forme de confusion, quoi.
Mais je comprends quand tu dis au début c'était ça. Je suppose que plus le marché s'agrandit, plus et se spécialise aussi. oui. Et puis on atomise un peu nos métiers parce que plus de clients, plus grande demande, et donc on va séparer un peu les tâches pour pouvoir mieux répartir les rôles. Donc je comprends l'approche. Pour en revenir un peu, on s'est écarté du sujet. C'était à la base le brief. Yes. Et tu as dit c'est une invitation à la réflexion. Et est-ce que autant le brief client, quand il arrive sans planner strat, c'est une porte fermée quelque part. En tout cas, à moins qu'on challenge un peu, désolé pour les anglicismes, qu'on challenge un peu le défier. Oui, défier le client sur sa demande. Donc le planner strat est légitime à ce niveau-là. Mais est-ce que le reste de l'équipe est légitime quant à défier le planner strat dans son brief créatif? Parce que est-ce que c'est de la pure exécution parce que vous avez déjà posé la réflexion et que c'est votre rôle, et à nous de poursuivre le travail en prenant pour acquis ce qui a été dit. Donc est-ce que cette invitation à la réflexion, c'est une invitation à la réflexion créative ou une invitation aussi à la remise en question de la stratégie? Non, pour moi, on a déjà travaillé ensemble, donc tu le sais. Pour moi, j'ai jamais considéré mon brief, en tout cas, comme parole d'évangile, c'est ça qu'on dit. La science infuse. Ouais, la science infuse. Au contraire, toi, t'es vraiment casse-pied à ce sujet-là. Et merci. Il y en a d'autres qui sont casse-pieds aussi. Dans mon podcast. Ouais, dans ton. Mais je trouve que c'est génial de travailler avec des gens comme ça. Parce que quand tu viens, nous, ce qu'on apporte, c'est notre compréhension de toutes les données qu'on est allé récolter. Donc, quand on pose le brief, on pose quand même les grandes lignes de nos recherches. On pose une direction, une idée directrice. Et la beauté de notre métier, c'est que l'idée directrice, elle peut être interprétée et exécutée de différentes façons. C'est pour ça que créativement, on a des axe 1, axe 2, axe 3 qui respectent toujours la même idée directrice. Mais au-delà de ça, les insights qu'on pose, c'est des outils de réflexion pour vous également. Et ces outils de réflexion font que vous pouvez arriver et vous dire, mais oui, quand tu as dit ça sur les taximans, en fait, bon, je pense que... Tu aimes trop les taximans. J'adore les taximans. Quand tu as dit ça sur les taximans, je pense aussi que tu peux le prendre sous cet angle-là pour arriver à cette idée directrice en particulier. Tu vois? Et ça, moi, je trouve que ça fait partie de notre métier parce que tous les autres membres de l'équipe ne vont pas faire les recherches qu'on va faire. Mais si on va faire toutes ces recherches-là, c'est pour que vous aussi, vous puissiez les challenger, les confronter, etc., pour qu'on arrive à une big idea, à une idée directrice qui convienne à tout le monde, au fait. Voilà, parce que aussi, ce qui est important, c'est peut-être difficile à comprendre pour des gens, le planning stratégique qui doit venir justifier. C'est ça principalement son rôle. Une fois qu'on a trouvé l'idée directrice, je pense que tout le monde peut la trouver plus ou moins parce que on connaît le marché, on sait comment les gens y mangent, donc on sait, etc., etc. Mais parfois, quand tu vas sur le terrain, quand tu fais des recherches, tu te rends compte que peut-être que l'idée que tu avais à la base de tel ou tel sujet n'est pas forcément la bonne, au fait. Donc, le planning stratégique, au-delà de cet aspect-là, parce que nous aussi, lorsqu'on fait une offre technique dans le métier, donc quand on a un appel d'offres ou quand on doit répondre à la demande d'un client, il y a tout un dossier. Et il y a une partie qui est dédiée au planning stratégique et à la personne qui travaille là-dessus. Et lui, c'est justifier cette idée directrice. Venir expliquer pourquoi est-ce que cette idée directrice, elle fonctionne. Et c'est la base après de tout le reste du dossier qui sont les différentes créas, le plan média, etc., etc. Ok. Mais on appelle ça le blabla généralement du planner stratégique. Ah mais merci de défendre ton métier. Merci de défendre ton métier. Non, ça m'énerve, mais bon, je dis. Mais ce blabla, il est défendu par les insights qui eux sont basés sur des faits, des données. Faits, exactement. Mais ces faits et ces données,
viennent d'où? Ok. Parce que on parle d'insight, on dit ça résume un peu les données, une sorte d'idée reçue. Et tu as dit un truc avec lequel que je trouve dangereux. Tu as dit on connaît un peu le marché, mais je trouve que les insights ont tendance à nous montrer à quel point on ne connaît pas le marché. Absolument. Et détruisent un peu les idées reçues qu'on a, heureusement d'ailleurs, parce que c'est pas parce qu'on vit au Sénégal qu'on maîtrise les différentes classes sociales, les différents milieux de vie, les différentes habitudes de vie, les différents âges. Donc, comment les habitudes de consommation d'une personne de 15 ans, de 20 ans, de 25 ans, etc., qu'elle vive à Dakar, au Plateau ou sa banlieue, à Kédougou ou au Mali, qu'importe. Mais Tamba. oui, on peut tourner un peu. Mais donc justement, là, je pose la question pour toi et ta manière de faire. D'où sors-tu tes insights et d'où sors-tu tes données? Ok. En tout cas, tes données ou en tout cas ce qui va t'amener à tes insights. Il y a plusieurs éléments de réponse assez intéressants. Je trouve que la question, elle est très intéressante. D'où est-ce qu'on sort les insights? On est déjà sur un marché où on a très, très peu de données. Okay. Donc, il y a des clients, il y a des annonceurs qui ont plus ou moins des données intéressantes parce que elles payent pour ça. Les données, ça coûte cher. Il faut aller sur le terrain, il faut aller poser les questions aux gens, etc. Et ça a un certain coût. Est-ce qu'il y a des entreprises spécialisées en ça? Il y en a, mais ça a un coût. Okay. Ça a un coût particulier. Donc, c'est pas tout le monde qui achète la collecte de données, justement. Okay. Les clients telco, les marques telco, d'habitude, elles ont un système où elles reçoivent systématiquement les brand tracking et les données. Okay. Et donc, nous, où est-ce qu'on va chercher les données? On peut aller sur le terrain. Donc, on fait des questionnaires, on va sur le terrain, on va rencontrer les gens, on va leur poser les questions. On a des échantillons assez intéressants, 100, 200 personnes, pour comprendre un peu le comportement des gens. Ça, c'est une partie. Lorsqu'on a le temps, dans le métier, on a de moins en moins de temps. Les délais d'exécution des demandes de travail sont de plus en plus courts. Donc, faire ce travail-là, on n'a pas toujours l'opportunité de le faire. C'est vraiment l'idéal pour bien comprendre les réalités du marché. Donc, il y a ça, il y a les questionnaires qu'on partage en ligne, il y a parfois la possibilité de faire des focus group, etc. Donc ça, c'est vraiment aller chez le consommateur directement, lui poser les questions. Sinon, il y a ce que beaucoup de planners strat sont obligés de faire, c'est vraiment creuser un maximum à travers ce qui se dit dans les médias, ce qui se dit généralement sur le sujet en particulier. Donc, parfois, effectivement, on peut trouver des données parce qu'il y a des études sur la période de Ramadan, comment est-ce qu'on consomme, etc. Période tabaski, période de fin d'année, comment consomme le consommateur sénégalais, les données sur, encore une fois, souvent les données telco, sur le digital par exemple, quelle plateforme, etc., etc. Donc ça, parfois, on trouve des rapports, différents rapports sur Internet, un peu à gauche, à droite. Mais ça, c'est pour nous, planeurs stratégiques un peu sur notre marché, c'est vraiment ça, je pense, le plus gros défi qu'on a. C'est vraiment cette recherche de données pour appuyer réellement nos stratégies. Donc, il faut aller les chercher et il faut les confronter un peu avec ce qu'on connaît, ce qu'on comprend déjà du marché, etc. Ben, grosso modo, c'est compliqué, quoi. Parce que c'est compliqué dans la recherche de données pour que ça fasse peut-être un peu moins blabla. Exactement. Parce que quelque part, il y a ça et un peu peut-être du ressenti. Du ressenti et parfois de la prise de données à une échelle personnelle. Tu parles des taximans, tu en parles beaucoup. En tout cas, pour toi, de ce que je sais, c'est aller vers ta manière de prendre le pouls de la société, c'est de prendre le taxi, d'échanger avec ces personnes qui interagissent avec beaucoup de gens. Peut-être qu'on devrait l'utiliser pour faire des prises de données.
genre les focus group dans les taxis. Il est comme ça. Mais bon. Mais en effet, je comprends que c'est compliqué et c'est là où parfois ça va donner l'impression de blabla parce que bon, certains vont demander sur quel chiffre on se base, mais ok, je comprends. Et donc, en 2025, avec tout ce qu'on dit et comment le monde évolue, que faut-il à un plan Nostrat au Sénégal et en Afrique de l'Ouest pour tenir? Quand je dis que faut-il, on a aussi beaucoup d'outils qui sont arrivés. Certaines remises en question. Hein. Je pense que l'IA est capable de tout faire. Mais donc pour toi, aujourd'hui, un plan Nostrat, il a besoin de quoi pour pouvoir faire son métier? Okay. Donc, je parle même, je vais au-delà des outils, hein. Capacité, etc. Oui, il y a peut-être deux choses. Bon, les outils, je pense que c'est évident. Moi, tu as parlé de l'IA, par exemple. Ça fait peut-être, j'allais dire 1 an, mais c'est bientôt 2 ans que l'IA fait complètement partie de notre quotidien. Je pense à nous tous, et moi, en tant que planeur stratégique, carrément. Je veux dire, lorsque tu as des dossiers de 200 pages à lire, dans lesquels il faut ressortir. Bon, c'est bien d'avoir cette aide à la réflexion. Cette aide ou bien l'IA à ta place? Non, l'IA ne peut pas. Je pense que l'IA ne peut pas remplacer le. Non, aujourd'hui. Remplacer, mais est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, ces 200 pages sont lues par l'IA? Non, l'IA peut lire les 200 pages. Ça me pose moins de problèmes. Je vérifie derrière les informations, etc., etc. Donc que l'IA lise les 200 pages, c'est tant mieux. Ça, c'est très bien. Que l'IA donne certaines directions pour qu'on comprenne un peu mieux le marché ou quoi, ou qui nous disent, OK, allez chercher un peu là ou allez chercher là. Ça, c'est super, super pratique à ce niveau-là pour l'IA. Il y a même, récemment, j'ai vu qu'il y a des plateformes, par exemple, dédiées aux planeurs stratégiques et généralement aux professionnels de la communication qui ont intégré l'IA directement, des espaces où on peut trouver, par exemple, des use cases, des case studies. Des cas d'études. Des cas d'études. Dans lequel ils ont intégré l'IA, c'est-à-dire la possibilité, par exemple, de donner tel ou tel sujet. L'IA va compiler, par exemple, tout ce qui existe autour de ce sujet-là. Tu vois, donc c'est un outil formidable, franchement, pour nous en termes d'optimisation du temps de recherche, etc. Okay. C'est aussi un outil intéressant pour l'aide à la rédaction. Okay. On rédige beaucoup lorsqu'on est planeur stratégique. Donc, pour l'aide à la rédaction, mais au-delà de ça, la réflexion, vraiment la base de la réflexion, tu sais, l'échange que j'ai avec le taximan, l'échange que j'ai avec le boutiquier, bon, l'IA ne peut pas le traduire fidèlement. Il peut m'aider à arriver vers quelque chose, mais ce sentiment-là, bon, il ne peut pas aujourd'hui le traduire fidèlement. Je te suis, hein, mais je vais quand même poser une nuance, en tout cas, perception personnelle. l'IA ne peut pas faire ça, sauf qu'aujourd'hui, on est de plus en plus connectés. Et donc, le digital est un espace où, je ne vais pas dire que tout le monde s'y exprime, mais une bonne majorité, peut-être qu'on ne dit pas tout, mais on dit beaucoup de choses, l'IA y a accès, en tout cas en partie. Est-ce que il n'y a pas aussi ce volet... Il y a le volet humain qu'on perdra, ça je suis d'accord, je te suis. Mais pour moi, la nuance que je veux poser, c'est l'IA peut peut-être analyser cette donnée digitale qui est quand même fiable. Maintenant, je ne sais pas dans quelle mesure elle peut la traiter. Je parle strictement de aujourd'hui, en 2025. Comment est-ce qu'on utilise l'IA? Je suis persuadé que dans quelques mois, voire peut-être pas dans quelques années, on aura la possibilité d'avoir des choses beaucoup plus justes et beaucoup plus proches de cette réalité-là avec l'IA. J'en suis convaincu. Mais après, il y a notre rôle aussi,
c'est d'interpréter, c'est de comprendre et d'aller au-delà de ce que les gens disent, par exemple, sur les réseaux sociaux. Dave Chappelle dit « Twitter is not real life » avec un... Merci pour les anglicismes encore. Il y a plein de citations aujourd'hui. Non, mais c'est pas la vraie vie aussi, les réseaux sociaux. Donc, il faut avoir un certain degré de compréhension des mécanismes de la société et pas juste aller chercher cette partie de l'information. Il faut pouvoir la confronter avec ce qu'on vit, ce qu'on est allé rechercher. Il faut aussi le confronter avec ce qu'on vit au quotidien, etc., etc. Et ça, c'est un travail humain, quoi, je veux dire. Et aussi, bon, le planeur stratégique ne doit pas forcément recracher les données qu'il trouve. Il peut aussi challenger ces données. Il peut aussi se dire, OK, bon, je ne suis pas trop d'accord pour que la marque aille dans ce sens-là, bien que ce soit ce que tout le monde dit en ce moment. Ben, mon choix, c'est d'aller dans l'autre sens, à contre-courant pour de la différenciation, etc., etc. Donc ça, on était parti sur les outils. Oui. Donc, les capacités. Voilà. Ça, les outils, c'est vraiment très important de les maîtriser un minimum, de les comprendre au moins un minimum. On n'est pas obligé de forcément travailler avec, mais de comprendre un peu comment fonctionnent tous ces outils-là, les réseaux sociaux, etc., etc. Il y a peut-être des gens qui sont moins connectés, mais en tant que planeur stratégique, bon, tu es obligé de temps en temps de revoir un peu les chiffres sur Facebook, de te dire, OK, il faut que j'aille me pencher un peu sur ce qui se passe sur Facebook et tout ça, pour aller trouver toutes ces données-là. Donc ça, c'est l'aspect outil. Et après, il y a l'aspect, je pense, humain, encore une fois, du métier, qui, je pense c'est presque le plus important. C'est comment est-ce que tu interprètes, comment est-ce que tu lis, comment est-ce que tu vois les gens. Donc, un côté un peu d'empathie, je veux dire, à l'égard des gens. Tu vois, pour essayer de les comprendre, pour essayer parfois de te mettre un peu à leur place pour comprendre ce que vivent les gens, etc. Et ça, c'est la dimension humaine du métier qui est vraiment, pour moi, pour le coup, propre au planeur stratégique. C'est ce qui n'est pas censé changer. Oui, voilà, exactement. Quelque part, quel que soit l'outil exactement. qu'on aura en main. Okay. Exactement. OK. Donc, il y a quand même... en fait, j'ai l'impression que il y a de l'empathie et de la froideur en même temps. Parce que, quelque part, je dois être sensible à vous devez être sensible à ce que les gens disent et font, mais en même temps, vous devez traiter ça de manière froide pour ne pas être affecté par... je pense que c'est un peu difficile, hein. On est tous un peu biaisés par qui on est, mais quand même d'avoir cette prise de recul sur l'information prise et la retranscrire, en tout cas l'interpréter. J'essaie de justifier mon côté froid, le côté froid que j'ai mis. C'est vraiment de ne pas la traiter émotionnellement, cette information-là. Je ne sais pas si ça fait sens pour toi. Ou est-ce que pour le coup, c'est l'inverse? Moi, je comprends, mais moi, c'est pas forcément ma vision du métier. OK. Je comprends ce que non, justement, moi, c'est l'interprétation. Ouais. Maintenant, c'est toi, dans la pratique, ça donne quoi? Oui, je vois ce que tu veux dire, mais je pense qu'on a aussi un travail qui est assez intime par rapport à nos convictions. Et bon, je sais pas, est-ce que tous les publicitaires ne sont pas quand même des artistes refoulés quelque part, où ils ont quand même envie d'exprimer leur vision du monde, leur compréhension du monde. Donc, tu vois, ce côté froid, encore une fois, je comprends cette distance au fait que tu dois parfois savoir créer avec les données que tu récupères. Mais moi, dans mon travail, j'aime quand même que le travail nous ressemble un minimum et qui soit en phase avec mes idées et ma vision du monde. Donc, je comprends ce que tu veux dire. OK. Merci déjà pour tout ça.
J'aimerais qu'on aborde un dernier sujet. Dernier sujet. En tout cas, c'est un petit switch vers... c'est le premier épisode de l'affiche. Et comme je dis, il parle de la pub, de la com chez nous, au Sénégal et en Afrique. Et le choix d'un planeur stratégique n'était pas gratuit. C'est aussi parce que vous êtes ces personnes qui font de la veille, qui traitent des insights et tout. Quel est ton avis? Quelle est ta perception de l'état, ton diagnostic? Voilà, comme on reste dans le secteur médical, ton diagnostic de la pub, en tout cas du monde de la pub et de la com au Sénégal. Ouais. Parce que je pense qu'on a eu quand même beaucoup de choses qui se sont passées ces 4-5 dernières années. Ouais. Donc, je vais essayer de donner une réponse rapide. Oui, c'est la dernière. J'ai une réponse en 3 temps qui résume un peu comment est-ce que je vois tout ce qui se passe un peu dans le. Donc, en termes de talent, ça c'est le premier. Shout out à tous nos talentueux camarades de la communication. Toute la concurrence. À toute la concurrence également. Donc, je trouve que c'est bien la concurrence. Oui. Je trouve qu'on a des gens vraiment brillants. Vraiment au Sénégal et généralement en Afrique, mais les gens, ils sont brillants. Les graphistes, il y en a de très très bons. Les CR, il y en a de très très bons. Digital managers, créateurs de contenu. Il y a vraiment des gens qui sont exceptionnels. Et merci, on a compris, on est bon. Voilà, vous êtes très bons. On est très bons. Et qui n'ont rien à envier à qui que ce soit. Donc ça, c'est les premiers. Les deuxièmes, là, je vais peut-être moins gentil, mais je trouve que les annonceurs, parfois, ne jouent pas toujours le jeu de la communication. Et ça fait que, on a parfois le sentiment que on stagne en termes de production de support de communication globalement, parce qu'ils ne se challengent pas, parce qu'ils ont ce sentiment que, ok, j'ai juste besoin de communiquer, donc je vais aller chercher un freelance ici, un freelance là-bas, etc. Et on tue un peu l'expertise de l'agence en faisant ça. Je veux dire, en agence. Aujourd'hui, je ne suis plus en agence, mais les gens qui sont en agence sont de vrais professionnels de la communication. Ils ont une vraie équipe dédiée à ça. Et je pense que quand les annonceurs ne jouent pas trop le jeu, c'est dommage, même pour eux parfois. C'est dommage pour le marché en général. Et je pense que quand tout le monde joue le jeu, je pense que ça tire tout le monde vers le haut en termes de création de contenu, en termes de campagne, etc., etc. Et donc, à ce niveau-là, je pense qu'il faut que tout le monde devrait se challenger. Les agences, déjà, repenser leur modèle pour pouvoir, pas toutes les agences, mais les agences qui vont arriver, par exemple, qui vont repenser leur modèle pour arriver à convaincre ces annonceurs que l'agence est pertinente. Du moins, l'aspect conseil, stratégie, etc., qui est lié à moi, mon métier de planeur strat. Et donc, voilà, je pense que si tout le monde jouait le jeu, et les annonceurs y compris, je pense que ça serait encore mieux pour notre secteur. Et le dernier point, c'est le consommateur. Comme je suis l'avocat du consommateur, je trouve que le consommateur sénégalais il est impressionnant de maturité, parfois, et de créativité. Et ça me fait tellement mal. Je sais que toi aussi, d'entendre cette fameuse phrase de « mais le Sénégalais ne va pas comprendre ». Voilà, le Sénégalais lambda, etc. etc. Le fameux Sénégalais lambda. Le Sénégalais lambda, ouais. Et ça, bon, je suis pas toujours en phase avec ça parce que je trouve que quand on voit les tendances sur TikTok, comment il est capable de récupérer des sujets, d'en faire quelque chose, d'en créer quelque chose que tout le monde comprend et comment il est systématiquement créatif, il arrive à trouver des idées qui font le buzz, des trucs comme ça. Et ça, je trouve ça génial. À notre niveau, on a un super marché avec lequel travailler. Et bon, on ne l'honore pas toujours. Donc voilà. Ok. Ça, c'est ta réponse en 3 temps. Ouais. Déjà, merci pour le point 1. Je te suis totalement sur
le vivier de talent qu'il y a chez nous. Et donc, passer ça au-delà des viviers, donc il y a le point 2. Ton point 2, il est sur les agences et aussi le fait que qu'on fasse appel à des freelances et autres. C'est là où je te suis moins. Je te suis moins parce que j'aime voir à quel point le marché est ouvert. Parce que tout le monde n'a pas toujours les moyens de se payer le prix d'une agence. Et selon moi, c'est peut-être aussi aux agences de revoir certains modèles, tu l'as dit. Certains secteurs ne sont pas assez représentés, en tout cas, à l'échelle pub et com. Donc, il y a ça. Pour moi, il y a cette manière de ne voir l'agence que comme un espace à générer du cash. Bon, après, ça reste un business, hein. Mais c'est aussi pour ça que l'affiche existe. Parce que quelqu'un qui travaillera en freelance ne saura peut-être pas qu'il a besoin, malgré tout, de se rapprocher d'un planner strat. Pour moi, c'est à ça que sert l'affiche aussi. C'est de donner une voix à toutes ces personnes pour qu'on sache avec qui on va interagir, avec qui on doit interagir. J'ai commencé graphiste, je savais pas que j'avais besoin d'un concepteur-rédacteur. Avec le temps, ça a évolué, et puis après, quand tu as besoin que quelque chose bouge, tu as besoin d'un motion, quand tu as besoin de rédaction, tu as un concepteur-rédacteur, comprendre la notion de concept, comprendre les insights et autres, et donc, tant que tu n'as pas rencontré ces personnes, c'est difficile de savoir que tu en as besoin. Donc, au-delà de tes capacités, pour moi, c'est vraiment de développer cette toile d'araignée-là, de prestataire, je sais pas, mais en tout cas, de savoir avec qui de qui j'ai besoin. Pour que je sois en agence ou à mon compte, et pour avoir vécu les deux, ça m'a servi dans les deux cas, de savoir de qui je dois me rapprocher quand un client vient me voir, parce que lui pense qu'il a besoin d'un logo, que je puisse justifier mon travail, parce que je vais aller voir un plan strat, parce que je vais aller voir X ou Y. Et donc maîtriser des besoins que je ne maîtrisais pas forcément au début. Donc pour moi, c'est vraiment la nuance que je pose sur le point 2. Il y a peut-être cette manière d'interagir avec les uns les autres, quel que soit le statut, agence, freelance ou autre. Oui. Et le point 3, je te suis totalement. Juste pour compléter, oui, je suis un peu dur avec l'annonceur, mais c'est pour ça que je précise que je pense que c'est aussi la responsabilité de tous les professionnels de la com. Lorsque tu reçois certaines demandes, tu sais que tu as besoin de l'intervention d'une autre personne, d'un autre expert, etc. Parce que notre métier, il est quand même plus profond, deep, que juste il me faut une affiche, il me faut un logo. C'est ça. Il me faut, même quand tu dis il me faut une stratégie, la stratégie, ça demande, comme on l'a vu, ça demande quand même des recherches, des moyens, etc., etc. Mais pour moi, c'est ça se tient par le fait que aussi, si la personne ne sait pas que ça existe, elle ne comprend pas qu'elle en a le besoin. Et pour le coup, c'est facile de savoir que j'ai besoin d'un logo, d'une affiche, d'un site web, parce que c'est la partie visuelle. Ouais. Nous, on traite ce que la personne consomme, alors que vous êtes dans l'interprétation, etc., et dans la justification. Donc, pour lui dire peut-être que ton chemin, on peut le prendre différemment et mieux. Ouais. Donc oui, voilà. Non, ça c'est clair. C'est la responsabilité de tout le monde, et vraiment parce que ta question, elle était assez claire. Qu'est-ce que je pense du secteur ici? Je pense que, en résumé, lorsque je donne ces 3 points, ce que je veux dire, c'est que on peut faire tous ensemble, annonceurs, professionnels, etc. Au vu de ce qu'on a entre les mains, on peut tous faire mieux, au fait, je pense. Et c'est pas une question seulement de budget, c'est vraiment une question d'optimisation du travail, dans la manière de l'approcher. Je pense que tout le monde, en tant que secteur, on peut faire mieux. Okay. Déjà, merci. Donc, l'épisode touche à sa fin, ce premier épisode. Et pour finir, j'ai une dernière question pour toi. Non, c'était l'autre, la dernière question. L'autre, c'était le dernier sujet. C'était le dernier sujet. Là, je reviens quand même à notre sujet premier, le planner strat. Et ma dernière question serait,
l'objectif, c'est de pouvoir aider les gens à s'orienter. Qu'est-ce que tu dirais à un étudiant, ou étudiante aussi, ou à un jeune professionnel qui aspire à devenir planeur strat, ou en tout cas, quels seraient ses outils? Parce qu'il y a une chose qu'on n'a pas abordée non plus, c'est que autant ton chemin n'est pas conventionnel, autant je suppose qu'il y a un parcours conventionnel pour devenir planeur stratégique. Donc pour moi, quels seraient ces conseils, autant pour l'étudiant qui pourrait chercher à trouver son chemin, que pour celui qui pratique déjà, qui pourrait être, je sais pas, community manager, ou commencer à être chef de pub et chercher un peu le chemin qu'il va prendre. Bon, aujourd'hui, il y a des formations qui existent pour les planeurs stratégiques. À l'époque où j'ai commencé, même les planeurs stratégiques avec qui on m'avait mis en rapport n'avaient pas fait de formation pour devenir planeur stratégique. Donc, ils étaient tous à peu près comme moi, un peu autodidactes, se sont formés sur le tas, beaucoup de recherches, etc., etc. Des concepteurs-rédacteurs sont devenus planeurs strat, etc., etc. Donc ça, c'est la première partie, savoir qu'aujourd'hui, effectivement, dans de bonnes écoles de communication, il y a des modules, il y a des formations dédiées aux planeurs stratégiques. Ça, c'est une chose. Bon, après, il faut aussi comprendre que nos métiers changent très rapidement. On est dans un secteur qui évolue très, très rapidement. Donc, ce pourquoi tu t'es formé aujourd'hui, c'est pas forcément... ça évolue très vite. Ça évolue très vite. Donc, ça, c'est... Il faut comprendre ça. Sinon, pour celui qui est rentré dans le métier ou qui serait intéressé par le métier, c'est vraiment, là, je parle encore une fois de mon cas à moi, c'est une sorte de passion quand même pour la communication, pour la publicité, pour le consommateur, pour les gens, pour comment vivent les gens, etc. Cette curiosité un peu naturelle, le fait de tout le temps te poser des questions, je pense que c'est un côté un peu sociologie. Oui, voilà. C'est limite... C'est clairement ça. S'intéresser à la société. D'ailleurs, quand je cherchais des planeurs strat en agence, très souvent, je mettais... parce que comme la formation n'existe pas, je disais, bon, si demandez au cabinet de recrutement ou les personnes que je rencontrais, si vous avez des gens qui font des études de sociologie, là, je pense qu'ils pourraient avoir le profil... pour devenir planeur stratégique. Donc, cette curiosité-là, moi, je pense qu'elle est très importante pour le métier. Après, rester à jour, en fait, parce que tu es dans le secteur de la communication, il faut que tu regardes les pubs, il faut que tu regardes les pubs en France, aux États-Unis, il faut que tu t'intéresses au Super Bowl pour voir comment est-ce que, etc. Donc, cette curiosité par rapport à ton secteur, je pense qu'on a un métier un peu de passion, donc il faut vraiment être passionné pour le coup pour devenir planeur strat et ça c'est primordial quoi, ça c'est super important. Merci pour ces tips. J'espère que ça aura été clair pour tous ceux qui ne savaient pas. J'espère aussi. Je t'avoue que à mon échelle, même si je connais un peu le métier, j'ai moi-même appris beaucoup de choses et merci. Franchement, je réitère ce remerciement parce que c'est le premier épisode. Tu m'as souhaité qu'il y en ait plein d'autres. Je me le souhaite aussi, je vous le souhaite. J'espère que la fiche sera utile pour la plupart d'entre vous. Et donc, après avoir remercié notre invité, je vous remercie d'avoir suivi l'épisode. On aura essayé d'être clair, exhaustif et... on espère que le sujet vous intéressera. Si vous êtes resté jusque-là, je suppose quand même que ça vous parle. Pour ce faire, donc, nous sommes disponibles. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, la fiche podcast. Sinon, sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Apple Music, etc., Deezer, voilà. Donc, je vous laisse et à la prochaine.